Donc, on va commencer avec le rhinocéros sur les écoles de journalisme, la fabrique du conformisme, excusez-moi, bourgeois. Alors, on va pas la regarder sur la chaîne de Blast, parce que j'ai un peu peur que ça nique avec mes problèmes de réseau. Comme la dernière fois avec la vidéo de Bolchegeek et du fils de pub, je regarderai la vidéo tout seul, quitte à la laisser en fond sans la regarder pour faire la vue. Mais je vole pas de vue à Blast, Usul et Lumi, rassurez-vous. Mais donc, on va voir ensemble ce que donne la fabrique bourgeoise du journalisme, avec évidemment ce qui s'est passé récemment avec le rachat de plusieurs milliardaires d'une école de journalisme. De toute façon, ils vont en parler. Let's go! Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler des écoles de journalisme. Parce qu'ici, toute l'année, on s'énerve sur les journalistes, et puis des fois même, on se dit, mais qu'est-ce qu'on leur apprend en école de journalisme? Et ben aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on leur apprend? Il est de plus en plus Edoui Plenel, hein, n'empêche Usul, c'est un délire. Même le costard, là, ça fait Edoui Plenel. Et pourquoi ils sont tous les deux en noir? On dirait vraiment qu'ils vont à un enterrement. On le sait, les journalistes ont tous des parcours différents, mais beaucoup d'entre eux sortent d'une de ces fameuses écoles de journalisme. Et c'est le cas des plus grands, comme par exemple Jean-Pierre Pernaut, Laurent Oberton ou même Hugo Clément. Ah oui. Ah, en France, il y a 14 écoles de journalisme. La crème de la crème, hein, j'ai envie de dire. On est vraiment sur le net plus ultra du journalisme, évidemment. Heureusement qu'à côté, il y en a qui relèvent le niveau. Et ça qui est terrible, en fait, avec le journalisme, c'est... En vrai, pour moi, le journalisme, ça se rapproche du politique dans le côté. Il y en a qui veulent devenir journalistes au politique pour de bonnes raisons. Pour de très bonnes raisons, que ce soit informer, que ce soit montrer les scandales, faire découvrir la vérité, etc. Aider le peuple, enfin bref. Pour des raisons très louables. Mais déjà, il y en a qui le font pour de très mauvaises raisons. Pour se faire de la thune, pour désinformer, pour ce que tu veux. Et il y en a, même avec les meilleures raisons du monde, ils se font broyer par un système et finissent par entrer dans le truc de, pour le journalisme, le truc de faire des piges copier-coller AFP parce qu'ils ont malheureusement pas le temps d'aller plus en profondeur et qu'il faut qu'ils fassent vite du rendement, tu vois. Et ça qui est triste et du coup ça donne une très mauvaise opinion sur le métier de journalisme. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mes chers contemporains d'Usul de l'époque, qui est vraiment très très cool, sur Pujadas. Mais bon, ça traite du journalisme en règle générale. Mais c'est quand même chiant de se dire que, en fait, à cause de la concentration des médias par les milliardaires, à cause du fait de vouloir faire de l'argent plutôt que de l'information, à cause de plein de trucs comme ça, même des journalistes qui voudraient bien faire vraiment avec toute la bonne foi du monde, même eux, ils galèrent. Et du coup, ça donne une mauvaise image à toute la presse, alors qu'il y en a, ils font très bien leur boulot. Même s'il y en a, évidemment, gros, ça y est. Qui sont reconnus par la profession, dans le public ou dans le privé. Mais il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement, et celle-ci ne fait pas partie de ces 14 écoles. Connaissez-vous l'École supérieure de journalisme de Paris? L'ESJ, c'est la plus ancienne de France. Déjà, il n'y avait pas une super ambiance là-bas ces derniers temps. Le Point en avait parlé il y a pas longtemps. Va te faire foutre! L'ESJ Paris, l'école qui n'a pas envie de payer ses profs. Déjà, ça partait bien, on était dans un bon délire. Alors pourquoi on a parlé de cette école ces derniers jours? C'était même pas pour ça, c'était encore autre chose. Le 15 novembre, un communiqué de presse est sorti pour annoncer que l'ESJ Paris allait être reprise par des entrepreneurs et des capitaines d'industrie. Vraiment aucun problème, je vois aucun problème là. Vraiment, il n'y a aucune chance qu'il y ait des problèmes de volonté de désinformation, de pas parler de tel ou tel scandale qui impliquerait certaines personnes qui ont racheté l'école. Vraiment, non, vraiment. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je vois pas pourquoi vous parlez de conflit d'intérêt. Personne ne parle de conflit d'intérêt, enfin. Regardez Hanouna, il travaille pour Bolloré, mais il arrive à être juste, neutre et efficace sur son patron. Alors pourquoi s'inquiéter? Alors c'est en partie lié au fait qu'ils payaient pas toujours leurs profs. Apparemment la gestion était calamiteuse, donc voilà, l'ESJ s'est offert un second souffle avec de nouveaux investisseurs, et c'est encore dans le Point qu'on en a appris davantage. La classe. Dans ce papier d'Olivier Hubertali, on peut lire que les actionnaires pourraient en faire un vivier de talent pour les médias qu'ils possèdent. On y apprend que parmi eux, il y a Bernard Arnault, Vincent Bolloré, les Dassault ou encore Rodolphe Saadé. La crème de la crème. Et quand on voit ce que Bolloré, par exemple, a fait à Canal+, on ne peut que être confiant. Ah vraiment là, ça sent le banger, hein. Sa vieille tête là, Bernard Arnault. Il fait flipper quand même, hein. On dirait un peu un espèce de zombie vampire, enfin pas, je sais pas comment expliquer, mais il fait tellement vieux mais flippant. On dirait que c'est le genre de personne qui boit le sang des vierges pour rester immortel à vie, mais ça se voit un peu quand même sur son visage qui est beaucoup trop vieux et qu'il a perdu son âme. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il fait flipper, je trouve. Tout cela possède déjà des médias, des maisons d'édition, des points de vente de presse, et c'est maintenant eux qui vont avoir la main sur la formation d'une nouvelle génération de journalistes. Évidemment, ça a pas mal fait parler sur Twitter. L'ESJ Paris n'est peut-être pas la meilleure école, mais c'est une institution. Elle a quand même formé des journalistes comme Audrey Pulvar ou Samuel Etienne. Samuel Etienne quand même. C'est pas rien, Avalo. Pour couronner le tout, celui qui a été nommé comme président de l'école, c'est Vianney d'Alençon.
un entrepreneur catholique connu pour avoir créé un parc à thème appelé le Rocher Mistral. Personnellement, je suis pas trop fan de sa musique, j'ai rien contre, mais voilà, Vianney. On va l'écouter en interview, écoutez sa réponse, mais écoutez même la question, on est dans un autre monde. Votre château préféré, évidemment, vous n'avez pas le droit de citer les vôtres. Déjà, votre château préféré, vous avez pas le droit de citer vos châteaux à vous, bien évidemment, hein. Ce serait quand même... Ah ouais, génial, moi les seuls châteaux que j'ai, c'est les châteaux que je faisais avec les coussins dans mon lit pour faire des châteaux forts. Oh la bourgeoisie JPP quoi. Pas facile de répondre, hein. Ah là là. Ah oui, et en plus tu n'as pas le droit de citer de château que tu possèdes, sinon c'est tricher. Alors bah je oui. dirais celui de Disneyland. Ah, bah réponse de plouc, typique, bravo, tiens. Et vous, du coup, vos châteaux préférés, moi je dirais aussi celui de Disneyland peut-être. Quoique non, il y en a un en Ardèche que j'aime beaucoup. Enfin, c'est plus un château maintenant, c'est une espèce de ruine. Mais justement, c'est en plein milieu de la montagne, t'as juste une tour en fait. Et il y a un espèce de côté mystique, la tour au milieu de la montagne et de la forêt, machin, j'aime beaucoup. Mais après c'est aussi, ça joue à l'enfance. Mais n'hésitez pas à dire vos meilleurs châteaux dans les commentaires. Et attention, pas le droit de citer les vôtres, hein. D'Alençon, ça par contre vous entendez, ça fait pas plouc, hein. Alors déjà mytho par contre, parce que le mec est né à Sainte-Foy-les-Lyons, donc il est même pas d'Alençon, mais c'est même pas son nom complet c'est Vianney-Marie Audemars d'Alençon. Bon déjà c'est très grave, mais vous entendez bien qu'on est sur du gros riche de droite. Mais oui, on est clairement sur du gros richou de droite. Qui aurait pu prédire, hein, franchement. Et ce gros riche de droite, il veut former spécialement des journalistes sur l'économie. Vous imaginez la gueule des débats économiques dans 10 ans, quand il nous aura rempli les rédactions de François Langlais par centaines? Mais mine de Ça va rien, être c'est merveilleux. aussi comme ça que les riches peuvent peser dans la bataille des idées. C'est habile. C'est habile, non c'est pas habile, ils ont de l'argent, ils achètent tout quoi, voilà. Bah oui, si tout est à vendre, c'est facile, y a rien d'habile. On va dire que c'est logique. Non mais c'est plus logique qu'ils fassent ça si on leur permet que habile. Et c'est pour ça que, on se bat pour faire en sorte que le capitalisme soit au minimum régulé et contenu avec des lois, un état fort qui permet de pas faire n'importe quoi. C'est le minimum qu'on demande parce que sinon on en arrive à des trucs comme ça avec des milliardaires qui se disent allez on rachète des médias à tire-larigot, allez on rachète des écoles de journalisme, des trucs, et comme ça on peut vraiment bien implanter nos idées dans la société. Et si des milliardaires qui possèdent des grandes entreprises et tout, possèdent des médias, vous croyez qu'ils vont dire quoi aux médias? Qu'ils vont leur dire bon, restez neutres, même si on fait de la merde, vous le dites, hein, vous le dites. Non, ils vont vouloir mettre des idées réactionnaires, conservatrices, libérales, etc. Et c'est normal, c'est la lutte des classes. En France, les riches ne peuvent pas financer directement les partis politiques avec des sommes indécentes, mais ils Pour peuvent l'instant. investir autant qu'ils souhaitent dans les médias, et maintenant dans les écoles. Et il n'y a pas que les écoles de journalisme sur lesquelles ils veulent peser. On a appris il y a peu dans Mediapart que l'école de commerce HEC avait lié un partenariat ça, avec ça un pue, fonds ça. d'investissement du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Ça pourrait avoir un lien d'ailleurs avec la conférence de Jordan Bardella qui a été organisée là-bas en 2023 pour les Yes. étudiants. Pierre-Édouard Stérin, c'est celui qui a tout un plan pour réunir les personnalités d'extrême droite, les former, les faire peser dans le débat médiatique et ensuite les faire accéder au pouvoir. C'est le fameux plan Périclès que l'humanité a révélé cet été. Voilà, on vous en a parlé la dernière fois, c'est le fameux plan à 150 millions d'euros quand même. Nous dévoilons son projet secret. 150 millions d'euros pour faire gagner l'extrême droite dans les têtes et dans les urnes. Guérilla juridique contre ses adversaires. 300 villes à gagner absolument pour le RN en 2026. Création du plus gros think tank d'extrême droite en France. Une réserve de 1000 personnalités bien préparées à gouverner si Le Pen gagne la présidentielle. Projet d'achat d'un institut de sondage pour façonner l'opinion. C'est terrifiant, et le pire c'est que on le sait, on le savait hein, que ça allait arriver comme ça si jamais il y avait aucune régulation et aucune structuration du marché de l'idée, du journalisme, etc. C'est comme si on leur laisse faire n'importe quoi, évidemment qu'ils vont faire n'importe quoi avec leur thune, c'est logique, et évidemment qu'ils vont faire dans leur intérêt de classe, dans leur intérêt idéologique, etc. Et Stérin finance aussi une autre école, une école de journalisme cette fois, en partenariat avec un autre grand milliardaire qu'on connaît bien. Bolloré, encore lui. Oui, bah nous aussi on en a marre. Cette école, c'est l'Institut Libre de Journalisme. C'est Le Monde qui a mené une enquête sur le sujet. On y apprenait que cet établissement vise à former des étudiants pour partir à la conquête des médias et imposer leurs idées de droite et d'extrême droite. Selon notre décompte, plus de 80% des intervenants y assument ouvertement un discours de Non, mais sinon, il y a vraiment zéro corrélation entre la montée de la droite, de l'extrême droite, des idées réactionnaires, conservatrices et racisme, et le fait que des milliardaires possèdent des médias, vraiment aucune. Et certains élèves font carrément partie de groupes néofascistes, voilà. Yes, Maintenant, ambiance. et- Mais ça, c'est un truc, c'est un délire, quoi. Comment tu peux? C'est comme les trucs de police, tu vois. Genre, tu vois qu'ils sont néo
tu vois que ils sont d'ultra droite, que littéralement, tu vois, genre il y a des tatouages, il y a des posts Facebook, il y a des machins, et ils sont pas virés. Et le pire, c'est même pas qu'ils soient pas virés, c'est qu'ils soient pas virés. Et qu'en plus, la justice, elle se dit pas que c'est un problème, que peut-être faudrait les obliger à virer les gens qui sont ouvertement racistes et tout, que peut-être il faudrait encadrer plus. Non, ils se disent pas ça, ils se disent oui, allez-y, continuez, c'est votre média après tout. Vous en faites ce que vous voulez. Oh là, JPP quoi. Maintenant, Ambiance. écoutez le discours du directeur de l'Institut libre de journalisme, l'ILDJ. Il s'appelle Édouard Dupelou. Édouard Dupelou. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Non mais je le vois bien moi à la télé, c'est toujours du machin, deux trucs. Tiens. Certes, depuis Comme quelques par hasard. années, il y a eu un grand combat qui a été gagné, c'est qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs, on va dire, de droite sur les chaînes d'infos. On s'en réjouit. Mais le combat sera gagné le jour où le journaliste qui posera les questions à ce chroniqueur, le jour où le présentateur du JT aura ces idées-là. C'est grave ce qu'il dit, hein. C'est méga grave. Bon, déjà, j'ai envie de dire, là, les deux, là, ils ont un peu le physique de leurs idées, hein. Je veux pas dire, mais voilà. Là, ils sont clairement en train de dire, on veut faire une OPA idéologique sur tout le journalisme et tout ce qui va avec, quitte à être mensonger, en fait, là, à forcer notre agenda politique et notre vision politique sur le journalisme et la réalité. C'est un peu ce qu'ils disent, là. C'est pas du tout flippant, non, mais non. Pas du tout. Et puis un jour, tout le monde dans la télé sera d'extrême droite, ce sera plus simple. La meuf de la météo, Faustine Bollard, on s'en rapproche, mine de rien. Oui, pourquoi se faire chier? Et d'ailleurs, Koh-Lanta, un peu trop woke. Quand est-ce que Denis Brognard, il peut pas être un énorme nazi, un énorme facho au bout d'un merde? Ah mais là, je trouve que l'extrême droite et la droite, ils peuvent plus rien dire. Ils peuvent plus rien dire, on peut plus rien dire, ma bonne dame. Regardez, ils ont que 80-90% des médias, plus des écoles de journalisme, plus des chroniqueurs dans plein de médias. Franchement, au bout d'un moment, on pourrait pas leur laisser un petit peu d'espace politique, les pauvres? Tous ces fils de bourge dont on vous parle depuis le début, ils veulent accélérer le mouvement. Touchez pas à Faustine Bollard. Parce que c'est bien gentil de racheter tous les titres de la presse française, mais si à chaque fois tu as des grèves et la moitié des journalistes qui se barrent comme à iTélé ou au JDD, au bout d'un moment, il y a un problème de recrutement qui se pose. Et s'il n'y a pas encore assez de journalistes d'extrême droite dans ce pays, alors c'est qu'il faut en former, c'est pas compliqué. Et c'est à ça que servent des écoles comme l'Institut libre de journalisme. Quelque chose qui, d'ailleurs, si je dis pas conneries, se fait déjà aux États-Unis. Ils avaient montré aussi avec le réseau Atlas qu'il y avait un vrai truc de structurellement vouloir changer les mœurs de la société de l'intérieur par le journalisme, par l'édito, par machin. Et bah ça fait partie de l'agenda de faire ça. Et c'est terrifiant. Et dès l'école, on va penser des passerelles, des stages, des liens avec les médias de la bourgeoisie d'extrême droite. Au-delà Des de leurs façons de penser. engagements militants, les débouchés des étudiants semblent suivre une même ligne politique et professionnelle. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'il y a en plus le truc de « Ah, t'es pas d'extrême droite, t'es un peu gauchiste, mais tu veux rester neutre. Ah bah désolé, mais vous allez pas pouvoir rester dans notre école. » Ou « Oui, d'accord, vous pouvez rester dans l'école parce que vous avez payé, mais à la fin de l'école, malheureusement, vous avez pas trouvé beaucoup de débouchés. Hein. C'est terrible. » Et puis en plus, vu que tu sors de cette école-là, ben même les journaux de gauche ou même un peu plus neutres, bah ils voudront peut-être pas forcément de toi, vu que t'as l'étiquette facho sur la gueule. La principale voie de recrutement, les rédactions de droite et d'extrême droite. Ah, et vous savez qui est le fondateur de l'ILDJ ? C'est Alexandre Pézé. On vous avait déjà parlé de lui dans notre émission sur le réseau Atlas, puisque c'est aussi le directeur de l'Institut de formation politique, l'IFP, un organisme qui cherche à répandre les idées libertariennes et d'extrême droite, et là encore, à préparer ses participants à s'exprimer dans les médias. On vous renvoie bien sûr à notre épisode sur l'Institut Atlas, ne serait-ce que pour réviser, hein, parce qu'elle est riche, cette nébuleuse, elle est complexe. Alors, selon Le Monde, la formation dispensée par l'ILDJ se concentre surtout sur les techniques de communication dans l'audiovisuel. Après, pour la théorie, apparemment, c'est très léger. C'est comme une intro au journalisme payante, quoi. Il n'y a pas vraiment de fond. Pour résumer, une sorte de webinaire bullshit en présentiel où on t'apprend que de la com. Et en même temps, c'est logique qu'on leur apprenne pas à faire du vrai journalisme parce que ce qu'ils veulent, les milliardaires d'extrême droite, c'est d'avoir des larbins pour les défendre. C'est-à-dire, oui, quasiment des communicants, en fait. Oui, ils veulent des Hanouna, mais qui fassent plus sérieux, quoi, tout simplement, en fait. Ils veulent des Hanouna qui fassent plus sérieux, plus vrais journalistes. Et bah, du coup, tu m'étonnes qu'ils leur apprennent pas à être journalistes parce que s'ils leur apprenaient à être des vrais journalistes, bah, ils voudraient pas bosser pour eux après, du coup. Parce qu'un vrai journaliste digne de ce nom ne veut pas bosser pour des gens comme ça. Bon, des fois, ils le font parce qu'ils ont pas le choix, il faut bien manger, ma bonne dame. Mais compliqué, quoi. Oh, j'aimerais pas être journaliste aujourd'hui. Surtout si t'es pas indépendant, en fait. Des gens qui sont pas là pour se poser des questions ou même pour poser des questions, quelle idée. Dépolitiser le journalisme, c'est évidemment ce que veut la droite. Le sociologue Samuel Bouron en parlait dans une émission d'Arrêt sur Image en décembre 2021.
L'extrême droite avance d'autant plus qu'elle détruit en fait les fondamentaux du journalisme. En fait, c'est une profession, le journaliste, qui s'est construit sur l'idée qu'il fallait séparer l'information du domaine de l'opinion. Or, l'extrême droite est très mal à l'aise dans un contexte médiatique où elle a face à elle des gatekeepers. Vous me dites ça et là je vous confronte parce que il faut parler à partir de faits et ce que vous dites n'est pas la vérité, quoi. En fait, des journalistes qui font leur boulot. C'est vrai que de nos jours, on n'a plus l'habitude d'avoir des journalistes qui font leur boulot. Je veux dire, je me rappelle d'un best-of que j'avais vu de Dany Raz avec Jordan Bardella face à BFM, un truc comme ça. Jordan Bardella disait un truc genre oui, la personne qui nous représentera, faudra qu'elle ait 0 condamnation. Et il y a l'une des journalistes qui avait passé à la question suivante, comme si de rien n'était, et il y a l'un des gars, il était en mode attendez, avant toute chose, avant de continuer là. Ça vaut aussi pour Marine Le Pen si elle est condamnée, parce que là elle est en procès. Donc si elle est condamnée au procès, comment ça se passe? La meuf, elle allait passer en mode question, réponse, ok, suivant. Elle essaye même pas de rebondir. Et on est tellement habitué à ça que c'est limite entre guillemets choquant et bienvenu, bonne surprise que le gars, il se soit dit non, attends, on va quand même rebondir sur ce qu'il a dit. Tellement on a moins l'habitude, quand c'est pas LFI bien évidemment, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a tellement pas l'habitude qu'ils rebondissent en essayant d'être pertinent, d'aller un peu plus au fond des choses, etc. que quand ils le font, ça nous surprend. C'est une dinguerie. Voilà, ce que l'extrême droite déteste, c'est qu'on lui parle de faits, de vérité sociologique, qu'on la confronte, qu'on la mette en face de ses mensonges. Voilà une des raisons pour laquelle la profession même de journaliste doit être transformée dans ces écoles d'extrême droite. Bah oui, parce que normalement, un journaliste, il est là pour raconter son époque, pour raconter le réel. Il peut être engagé s'il veut, mais sa base, ça doit être le réel. Bah après, de toute façon, aucun journaliste n'est neutre, aucun journaliste n'est objectif. Celui ou celle qui te dit ça est un menteur. Par contre, si jamais un journaliste dit « j'essaye d'être le plus objectif, factuel et neutre possible, malgré mes biais », là c'est autre chose. Mais c'est clairement pas ce qu'ils font avec leur CNews et compagnie. Et surtout, c'est pas le réel qu'ils retransmettent, c'est une vision tronquée du réel par un prisme d'extrême droite, qui n'est même pas assumé en plus. Si à la rigueur CNews par exemple, c'était une chaîne d'extrême droite qui disait ouais, nous on est d'extrême droite, donc on va dire des trucs d'extrême droite, voilà, il y a ça, j'allais dire à la rigueur, pourquoi pas, entre guillemets, au moins ils assument. Comme nous à gauche, on assume d'être des chaînes de gauche ou d'extrême gauche, tu vois, genre Usul s'est jamais caché de ses opinions politiques, Dany Raz non plus, moi non plus, etc. Contre les mecs à droite ou extrême droite, alors non, ils sont pas extrême droite, ils sont patriotes, ils sont conservateurs, mais c'est factuellement faux, ils sont dans le prisme de l'extrême droite, que ce soit idéologiquement, dans leurs mesures, dans leur façon de penser, de parler, c'est de l'extrême droite, mais ils l'assument pas, c'est ça qui est terrible et dangereux surtout. Je sais plus qui disait qu'un journaliste c'est un sociologue qui a pas le temps, mais j'aime bien la phrase. Sauf que dans les médias d'extrême droite, pour eux, typiquement, faire de l'enquête, c'est déjà être de gauche. D'où les nombreuses attaques envers Mediapart. Et en même temps, les journalistes qui enquêtent bien, ils enquêtent sur qui? Sur les politiques, mais aussi sur les grandes fortunes. Et vous comprenez bien que pour les grandes fortunes qui financent des instituts de formation de je sais pas quoi, c'est pas du bon journalisme ça, on n'attaque pas les grandes fortunes. Alors attends, je t'explique. Il y a le bon journalisme, et il y a le mauvais journalisme. Alors le mauvais journaliste, il fait quoi? Le mauvais journaliste, bon... il fait un papier. Avant de faire son papier, il étudie. Il fouille, il prend des notes, il essaye d'aller voir les petits trucs qu'on veut pas que ça se sache. À chaque fois t'y as le droit, il essaye de faire du bon travail. Ça rate jamais. Alors que le bon journaliste, bon lui il écrit, il fait son petit papier, mais c'est tout. Il va pas chercher, il va pas machin. Ça c'est un bon journaliste. Dans les écoles de journalisme, les jeunes journalistes sont endoctrinés par ce que j'appelle l'idéologie Mediapart. De toute façon tu les écoutes, en effet tous les journalistes sont de gauche, c'est pour ça qu'ils ont besoin de leurs petites écoles à eux pour former des petits François Langlais, des petits Geoffroy Lejeune, des petits Goebbels. Non mais c'est ce qui est terrible, c'est que depuis quand c'est être de gauche que d'essayer de chercher la vérité? Et puis en vrai ils veulent leur Mediapart de droite, allez-y. Un vrai Mediapart j'entends, hein, qui est idéologique aussi, hein, Mediapart a ses valeurs, etc. Mais ça n'empêche que Mediapart, ils essayent d'en faire au maximum, ils essayent de donner des faits, de donner des preuves, de vraiment essayer d'aller au fond, de faire de l'investigation. Faites un journal d'investigation de droite. Et là, personne pourra rien vous dire. Alors, il y aura sûrement des gauchistes de mauvaise foi, hein, mais comme des droitards de mauvaise foi, ça existe aussi. Mais moi, le premier, tu me fais un journaliste d'investigation de droite, que Mediapart, c'est pas d'extrême droite, hein, c'est de droite, c'est pas d'extrême gauche, hein, c'est de gauche. Mais tu me fais un journaliste d'investigation de droite, factuel, avec des vrais trucs, où les faits sont là, ils sont réels, et après, tu leur fais dire ce que tu veux toi, parce que c'est, voilà, hein, on a tous nos biais. Je serais intéressé par le regarder, que c'est intéressant et c'est nécessaire de regarder les problèmes de son propre camp aussi. Mais comme eux, tout ce qu'ils disent c'est Mélenchon antisémite, Rima Hassan, t'as pas envie d'écouter leur critique sur la gauche. Faites un vrai journaliste d'investigation de droite. Pascal Praud en a parlé, pour lui, les écoles de journalisme normales, classiques, elles fournissent des journalistes trop de gauche. Il a cité l'ESJ.
À ne pas confondre avec l'ESJ Paris, les deux écoles n'ont aucun lien. L'ESJ Lille, c'est la plus prestigieuse des écoles de journalisme. L'ESJ de Lille fabrique des journalistes à l'appel aujourd'hui qui sont des journalistes de la culture woke. Et si vous n'entrez pas dans le moule, vous n'entrez pas à l'ESJ de Lille. Ce qui est horrible, c'est que c'est faux, et que, en fait, l'extrême droite et la droite, mais surtout l'extrême droite, adorent reprendre des trucs qu'on pourrait leur reprocher à eux, mais le donner aux autres. Oui, ils sont intolérants, ils sont dans des cases, on peut rien dire avec eux. Mais c'est avec CNews qu'on peut rien dire. C'est avec CNews que tu peux pas être chroniqueur si t'es pas un minimum matrixé par la droite. Leur mec de gauche sur le plateau, c'est Éric Nolot. On a vu le plus gros gauchiste, tu vois. Mais ce qui me fait marrer, c'est que ces gars-là, ils sont là à critiquer la gauche, mais ils font exactement ce qu'ils critiquent en pire, alors qu'en plus la gauche le fait même pas spécialement. Non mais faut le dire. Non mais faut le dire. Bon, mais est-ce qu'il a tort seulement? Parce que c'est vrai que si on regarde certaines études, on voit que les étudiants d'école de journalisme sont en général plus à gauche que le reste de la population. Oui, il tient quelque chose là. Vas-y Pascal, développe. Vous ne le comprenez pas, j'y suis dans les médias depuis 30 ans. Il y en a 80% qui s'endorment le soir avec Libération au-dessus de leur lit dans notre métier. Et l'autre portrait, c'est Edoui Plenel. C'est tout. Et ce qui est marrant, c'est que Edoui, il a pas fait d'école de journalisme, alors que Pascal Praud, il a fait l'ESJ Paris. Et au final, c'est Edoui Plenel qui a fait du journalisme et pas lui. Et voilà, et oui, et Pascal Praud, c'est lui qu'on dirait qu'il n'est pas allé à l'école. Mais bon, si ces écoles n'apprennent pas à devenir un bon journaliste, est-ce qu'au moins elles apprennent à devenir woke? Adrien Matou de Marianne, il a dit que oui. Et sur le plateau d'Arrêt sur Image, il est allé jusqu'à avancer une explication. Les étudiants de ces écoles de journalisme sont des gens qui sont généralement, même si peut-être tu sais, mais qui viennent de zones urbaines, qui ont fait des études, qui sont souvent des études plutôt littéraires ou de sciences sociales. Et d'ailleurs Samuel, puisque dans les facs de sociaux c'est un petit peu le cas, et oui, ces gens-là, ils sont beaucoup plus de gauche que la moyenne. Et dans le cas des jeunes générations qui sont en école de journalisme, ils sont beaucoup plus en contact avec les thèses intersectionnelles et cette manière de voir le monde. Attends, vous êtes en train de me dire que des gens qui veulent être journalistes, donc des métiers qui touchent plutôt à l'écrit et à la sociologie, font des études de sociaux et de littérature avant? Qui aurait pu prédire? Mais je tombe des nues enfin! Et surtout, ouais d'accord, ils reprennent des thèses et tout, comme la droite le fait aussi, reprendre des thèses états-uniennes, débiles mentales, tu vois. Voilà, et on fait quoi de cette info? Et oui, ils ont une idéologie, comme la droite, comme l'extrême droite, comme l'extrême gauche. Ils essaient de la faire valoir, comme tout le monde. Et donc? Bon, alors, mais si, ils sont tous de gauche, pourquoi ça se voit pas? Pourquoi je retrouve pas tout ce wokisme quand j'allume ma télé pour mettre le 20h ou que j'achète Le Monde? Il s'est passé quoi entre-temps? C'est peut-être parce qu'une fois qu'ils ont trouvé un poste, tous ces gens-là, ils doivent s'adapter à la ligne éditoriale. Les places sont chères, les nouveaux entrants ont souvent des positions précaires, ils doivent se soumettre à des chefferies qui ont d'autres intérêts. Tiens, puis d'ailleurs, ils sont peut-être plus de gauche que la moyenne, mais de quelle gauche on parle, hein? D'où ils viennent socialement, ces gens-là? Est-ce que c'est le vrai peuple? Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de notre profession, le journalisme. Regardez ces chiffres. Aujourd'hui, 52% des étudiants dans les écoles de journalisme sont des enfants de cadres. 10% seulement sont des enfants d'ouvriers. Tu veux dire que plus de la moitié sont des CSP+? Tu veux dire qu'il faut de l'argent pour faire des écoles privées, des écoles de journalistes et ce genre de choses? Même qu'il faut de l'argent et un minimum de capital culturel, économique et social pour pouvoir se dire tiens, si je faisais ce genre d'école? Non! C'est fou ça! Et là on était en 2013, hein. Là le truc de Pujadas. Ça a dû augmenter depuis. Dans cette profession, comme dans beaucoup d'autres, une grande partie de la population, une grande partie des talents potentiels reste à l'écart des diplômes et donc de l'emploi. Voilà, donc déjà cette homogénéité sociale, elle explique pourquoi on a rarement des journalistes plus à gauche que Glucksmann et Hollande, quoi. Ah par contre, Hollande et Glucksmann, ils les adorent ces mecs-là. Il y en a même qui les épousent. Ah oui, Léa Salamé. Et Valérie Trierweiler aussi, c'était une journaliste. Anne Sinclair et DSK, il y a un pattern là. Oui, c'est logique. Les bourgeois de gauche, ils aiment la gauche bourgeoise. Bon, il y a le concours qui peut effectivement favoriser les candidats qui ont le plus de capital culturel. Mais en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'exclusion est en fait une auto-exclusion qui se fait avant même les concours. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% en fait, des candidats qui viennent déjà des classes supérieures, en fait, dont les parents sont originaires des classes supérieures. Et oui, et ça, de toute façon, ce mécanisme, on le retrouve dans les grandes études en général. Hein, les enfants des classes populaires se sentent légitimes ou pas à y aller, mais plutôt pas. Le sentiment de légitimité ou pas, ça aide pas mal à y aller ou pas hein, dans les grandes études, mais même par exemple moi qui viens pas d'une bourgeoisie ou genre d'une classe moyenne moins, tu vois, genre la classe moyenne mais un peu inférieure, qui a frôlé parfois avec le prolétariat, tu vois, je veux dire entre la classe moyenne et le prolo, tu vois, on se situe là. Donc clairement pas les moyens pour faire des grandes écoles en termes de thunes. Par contre, on était quand même la petite bourgeoisie intellectuelle mais niveau culturel, tu vois, mais pas forcément l'argent
l'argent pour faire des grosses écoles. Mais il y a beaucoup de gens, c'est les deux qui leur manquent. C'est à la fois la thune et le capital culturel pour se sentir légitime pour faire des écoles. Bon, moi c'est pour ça que j'ai pu faire la fac, c'est parce que je me sentais assez légitime entre guillemets pour faire la fac, mais jamais j'aurais pu faire une école de ciné à 5 000, 10 000 euros l'année. Impossible. Et en plus, si on regarde la télévision, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Vous en connaissez beaucoup des femmes qui portent le voile à la télé? C'est interdit en France. Eh bah, il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'auto-exclure à l'avance en estimant que c'est pas pour elles. Et puis, il y a toutes ces personnes qui voulaient faire ce métier et que la profession a repoussé ou mis de côté. Pas besoin de virer les gens pour ça. Il suffit juste d'avoir des rédactions et des directions très homogènes socialement, très blanches. Et fatalement, il y aura cette ambiance raciste. Ces petites réflexions anodines qui vont dégoûter les non-blancs de ce milieu. Et c'est un peu comme ce qu'ils avaient, je crois que c'était Usul et Host qui en avaient parlé pour les écoles de journalisme, de commerce, excusez-moi. C'est le côté, même si t'arrives à rentrer dedans, le fait que t'aies pas le même capital économique, même si t'as le capital culturel, il y a un minimum le capital culturel bourgeois, classique, légitime, bah, si tu rentres dans ce genre d'école, si t'as pas le capital économique, ça peut être compliqué parce que tu peux pas suivre en fait socialement avec les gens. Tu peux pas aller boire le petit verre tous les soirs, on sait très bien que c'est laid, petit verre tous les soirs après les cours, tu peux pas faire les activités, tu peux pas faire les machins, les trucs, et du coup t'es largué et t'es à part. Et même si intellectuellement et culturellement tu pourrais être à leur niveau, eh bah comme niveau thune, t'es pas au niveau, t'es pas de la même classe quoi. Jamila, je suis pas sûr pour ton sujet sur le Liban là, je préférais que ce soit quelqu'un de plus neutre. Abdel, un sujet sur le racisme, t'as pas peur que ça fasse un peu militant? Ah, Mamadou, il va nous flinguer la balance des blancs. Hein? Je rigole bien sûr. Il y a un problème. Il y a un problème de représentation de la diversité de la société française, qu'elle soit, comme vous le disiez, ethniquement parlant, qu'elle soit aussi socialement, enfin voilà, il y a un souci. Alors il y a quand même eu des initiatives de la part des écoles dont certaines sont bien conscientes du problème. Le Bondi Blog justement s'était allié avec l'ESJ Lille pour mettre en place une prépa égalité des chances qui accompagnait des jeunes à la préparation du concours. C'est pas assez mais c'est bien. À l'intérieur de notre école et comme vous l'avez dit, des écoles de journalisme reconnues par la profession se fait sur concours et qu'à l'issue de ce concours, théoriquement, on devrait avoir un échantillon complet d'une génération, c'est-à-dire tous les types de jeunes, de tous les milieux sociaux. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les concours font émerger des jeunes qui sont très, très majoritairement ce qu'on appelle des CSP+, c'est-à-dire plutôt des jeunes issus des couches sociales supérieures de la société. Et donc, on a voulu mettre en place une classe prépa égalité des chances pour permettre à des jeunes boursiers d'avoir les mêmes chances en fait que les autres. Sauf que le problème est loin d'être résolu. Bah ouais, parce que c'est une bonne idée en vrai, mais le travail là-dessus, il faut le faire bien avant, en amont, parce que même si t'as une prépa égalité des chances, rien que le fait que enfant, on te fasse sentir que t'es pas assez bien culturellement, que t'as pas la culture légitime, que t'as pas l'argent, que niveau couleur de peau, c'est pas bien, etc. Rien que là, déjà, dès l'enfance, ça peut te fermer l'idée même de te dire pourquoi pas y aller en fait. Ça qui est terrible, c'est que moi je vois plein de gens que je connaissais quand j'étais plus jeune qui, en fait, ne s'imaginaient même pas rêver plus que faire un BEP quoi, ou à la rigueur, il y en avait bac général ou bac pro, tu vois, mais la fac, non, pas pour eux, évidemment que c'est pas pour eux. On leur a fait comprendre toute leur vie que c'était pas pour eux, donc pourquoi ce serait pour eux? Et là je parle de personnes racisées ou pas, hein, ça peut être juste culturellement, t'as pas les codes légitimes, tu vois, et ça c'est terrible. Et admettons qu'on arrive à résoudre ce problème, les pauvres arrivent à rentrer dans les écoles de journalisme, et qu'est-ce qui se passe une fois dedans? On y apprend quoi? Nous, on n'a pas fait d'école de journalisme. Alors on a regardé un documentaire pour savoir ce qui s'y passait. Un documentaire qui est sorti sur le sujet en 2021. Il s'appelle En formation et il a été réalisé par Julien Meunier et Sébastien Magnier. Les deux réalisateurs sont allés filmer le travail des étudiants du CFJ, Centre de formation des journalistes, à Paris. Ce qu'on constate, c'est que les élèves travaillent beaucoup la forme, donc la façon de parler, l'intonation, les figures de style, la rhétorique. Ils cherchent à savoir comment attirer l'attention de l'auditeur et ils apprennent à être à l'aise avec un micro, avec une caméra. Eh mais c'est des youtubeurs ou... Non, ça fait très youtubeur classique qui se concentre plus sur la forme de sa vidéo plutôt que sur le fond. Hein. C'est assez terrifiant de se dire que les écoles de journalistes leur apprennent à faire ça. Parce que quand t'es tout seul avec ton délire, bah je peux comprendre que tu privilégies ce que tu penses être bien. Mais si c'est une école, c'est pas la forme qu'il faut apprendre à privilégier, c'est le fond. C'est intéressant, mais c'est de la forme, c'est la surface. Est-ce qu'il y a du fond? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire, l'économie, la politique? Et est-ce qu'il y a une place dans ce cursus pour les réflexions sur le métier de journaliste? Est-ce que dans ce cursus, on leur apprend à apprendre, on leur apprend à chercher, on leur apprend comment chercher, essayer d'être le plus efficace possible, avec aussi le plus grand panel de ressources possibles, etc. C'est des choses, j'espère, parce que pour moi, c'est quand même la base du journalisme. Sur la réflexion
réflexivité, même l'historicisation de ce truc. À quoi ça sert le journalisme dans la société? Et ben à la fin du docu, il y a un passage un peu là-dessus où les élèves s'interrogent. Ces gens-là, quand je leur ai parlé, je les ai fait pleurer. Et voilà, je me suis jamais senti aussi naze, quoi, de fouiller, de brasser, de gratter, de m'envie de les exploiter pour écrire mon petit papier. Et en fait, j'en voyais pas l'utilité. Comment éviter de faire du sensationnalisme? Comment ne pas être trop voyeur, trop intrusif? Comment parler des gens sans les humilier? On a envie d'entendre, c'est pas ah, les journalistes c'est tous des rapaces. Et moi j'ai envie de travailler à cette évolution, tu vois, de l'opinion des gens. Un minimum, si tu te résignes... Là c'est bien, ils sont à l'école, ils ont le temps de se poser des questions, c'est bien, mais après ils vont rentrer dans des rédactions, ils vont devoir aller sur le marché du travail, et là ils vont être confrontés à la course à l'audience, avec des petits chefs qui eux-mêmes se plient à des actionnaires. L'Observatoire des médias Acrimed a réalisé un entretien avec les réalisateurs et les a interrogés sur l'absence de cours qui permettrait justement aux élèves de développer leur esprit critique et leur connaissance générale. Néanmoins, il nous semble qu'il n'y a pas de cours sur l'histoire du journalisme, sur l'éthique. C'est toujours le format qui est travaillé, le format du micro-trottoir, le format du reportage. Au fond, ce que je pense, c'est que le CFJ forme les jeunes au monde du travail. Et la réalité du monde du travail, ce n'est pas l'enquête. C'est terrible parce que pour moi, ça devrait être l'un des premiers trucs qu'on devrait apprendre aux journalistes. Avant toute chose, avant de savoir comment gérer une caméra, avant de savoir comment faire des recherches, un papier, etc. C'est l'histoire du journalisme, mais surtout l'éthique journalistique qui devrait être la priorité. Pas l'éthique journalistique, tout le reste, ça sert à rien, quoi, ou très peu. Je me souviens que lorsque les élèves arrivaient le matin, ils ou elles faisaient une conférence de rédaction, mais je les ai jamais vus réaliser un travail d'enquête ou d'investigation. Les élèves partaient donc faire un sujet sur un thème prédéterminé par l'actualité, ils allaient faire semblant et même poser les mêmes questions que tel ou tel journaliste lors de tel ou tel événement. Il n'y avait pas d'enquête, ils sont là pour apprendre l'écriture journalistique, le fond n'a aucune importance, que ce soit un salon du chocolat, la semaine de la mode ou un accident nucléaire, c'est identique. Et c'est là où tu vois pourquoi on en arrive là, en fait, niveau journalistique, niveau journalisme traditionnel, où t'as l'impression que c'est vraiment que des dépêches AFP copier-coller, parce que c'est de plus en plus ça, et qu'on leur apprend pas à faire autre chose. C'est aussi un constat qu'a fait François Ruffin. Lui-même vient d'une école de journalisme, et il a écrit un livre sur le sujet, Les petits soldats du journalisme. Lui aussi en a parlé sur le site Acrimed. Désintellectualiser par avance, répéter des exercices ineptes, forger de la résignation si nécessaire, non pas élever mais abaisser. Tout cela bien sûr dans un souci légitime que les aspirants en partie sélectionnés pour leur conformisme tombent de moins haut. Et oui, parce que c'est un métier qui finit souvent par décevoir ceux qui en ont rêvé. Notre collègue Salomé Saké a interrogé le sociologue Jean-Marie Charon sur le sujet. Il a écrit une enquête qui s'appelle « Jeunes journalistes, l'heure du doute ». Et Jean-Marie Charon raconte bien le genre de désillusion auquel se confrontent les étudiants une fois qu'ils sont en poste. Cette représentation de leur rôle social, etc., ils ont aussi l'idée que quand même c'est un métier dans lequel on devrait avoir une certaine autonomie intellectuelle, une certaine autonomie de pensée, une certaine soupe. Et or là, ils se retrouvent souvent dans un cadre où ils sont face à du pré-pensé. Mais oui, parce que l'autonomie de pensée, ça devrait être la base du journalisme, en fait. Pour moi, c'est l'une des bases. Genre, tu dois pouvoir penser par toi-même pour pouvoir écrire un truc sur le monde. Et oh là là, la désillusion en journalisme, elle doit être terrible. Ça doit être vraiment dans le top 5 ou peut-être top 10 des plus grosses désillusions de métier passion que tu dois avoir. Hein. Ça doit être horrible. Parce que même si t'arrives à rentrer dans le métier, t'es encore plus désillusionné. C'est pas genre, tu sais, quand t'es acteur et t'as une désillusion de « Ah non, en fait, c'est plus dur que ce que je pensais, j'arrive pas à percer, etc. » Non, là, c'est vraiment genre, même quand t'arrives à rentrer dans le métier, t'es encore plus désillusionné parce que tu vois que, on te demande pas de réfléchir, on te demande pas d'enquêter, on te demande de faire des dépêches AFP à la con, et ceci et cela, et en fait t'es formaté et t'es résigné et c'est horrible. Il y a un domaine par exemple aujourd'hui où c'est particulièrement frappant, c'est en radio-télévision. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une rédaction en radio-télévision? On va souvent se retrouver reporter, et le reporter, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Ce qu'ils appellent, eux, des micro-trottoirs. Et qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir? C'est, voilà ton sujet, je veux que tu ailles voir tel type de personne, que tu lui demandes ceci, et qu'elle te réponde ça. Les réponses sont préécrites dans beaucoup de... Et si le sujet qui rentre ne traduit pas cette représentation-là, on refait. Wouhou, vive le journalisme, vive l'intégrité intellectuelle. Non, c'est fou ce truc de... Ils font des micro-trottoirs, déjà c'est vraiment le niveau basique, zéro du journalisme, quoi, je veux dire, n'importe qui peut le faire, techniquement. Mais en plus, ils prennent même pas les vraies réactions des gens, ils gardent que ce qui les intéresse pour pouvoir rentrer dans leur agenda journalistique, quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, il y a l'obsession de trouver du travail après les études. Il en va de la réputation de l'école. Et parfois, après 10 ans de galère, de contrats à gauche à droite et de désillusion, les journalistes jettent l'éponge et changent de carrière, tout simplement. Il y a beaucoup d'abandon dans ce métier.
toutes les écoles ont comme préoccupation fondamentale que leurs étudiants, surtout les écoles reconnues, que leurs étudiants trouvent un travail le plus vite possible, etc. Et du coup, il y a une espèce d'obsession de l'employabilité plutôt qu'une idée que on ferait ce travail pour s'épanouir. Mais moi, j'ai, entre guillemets, bon espoir que peut-être il y en ait de plus en plus des journalistes, d'écoles de journalistes formés qui, désillusionnés, décident d'aller sur Internet. Peut-être aller dans des formats déjà bien établis, genre Blast, mais aussi peut-être ouvrir leur chaîne sur leur temps libre à côté. Et si jamais ça commence à bien marcher, eh ben, ils font du Twitch, du YouTube, du TikTok. J'ai bon espoir. Après, je suis peut-être un peu naïf, même si, bon, j'y crois qu'à moitié. Mais j'espère qu'il y en a, ils y pensent, au moins. Allez-y, hein, vraiment, on en a besoin. Du journalisme indépendant, et puis même vous, en fait, ça vous fera du bien de vous sentir vraiment utile, de vraiment faire de la vraie enquête, de vraiment faire du vrai journalisme. Après, je comprends que c'est pas facile parce que c'est précaire, que t'as pas la sécurité de l'emploi et tout, mais tu peux tester à côté de ton vrai taf, pourquoi pas. Donc vous voyez le cercle. Les écoles servent à mettre en conformité des jeunes avec les attentes d'un marché qui, on l'a vu, est majoritairement sous le contrôle des milliardaires de droite et d'extrême droite. Donc, plus les milliardaires contrôleront ce secteur, plus ils vont avoir besoin de troupes conformes à leurs attentes, et c'est ça que les écoles vont devoir produire. Et c'est pour ça que les milliardaires investissent évidemment volontiers dans des écoles de journalisme maintenant. C'est quand même plus simple si c'est eux qui les ont. Et si on peut rentrer dans le métier sans avoir fait ces écoles, pour avoir les meilleures places, il vaut mieux avoir fait les meilleures écoles. Et en plus avoir du piston. Hein, Benjamin Duhamel Non, non, ces derniers temps, Benjamin Duhamel, il a fait des trucs bien, regarde. On vous en parlait dans le dernier épisode, la sortie du bouquin de Bardella et la grande séquence sur l'inéligibilité potentielle de Marine Le Pen, ça a été un moment intéressant pour le journalisme français. D'abord, on va le dire tout de suite, tout le monde a été nul, hein, on le disait déjà la semaine dernière, surtout sur le service public. On vous avait montré des extraits de Télématin, mais il y a eu pire entre-temps, toujours sur le service public, il y a eu l'invitation de Bardella à quelle époque ? Ce livre sort alors que Marine Le Pen est en procès. C'est étonnant de sortir le livre alors qu'elle affronte un des procès les plus durs de sa carrière. Elle risque 10 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans le procès des assistants présumés du Parlement européen. Si jamais elle est condamnée, si jamais elle est empêchée et déclarée inéligible. Vous irez ? À Arrêt sur Image, ils avaient invité Marine Turki de Mediapart pour commenter cette interview catastrophique. Et écoutez bien les conseils qu'elle a donnés aux prochains journalistes qui allaient se retrouver face à Bardella. Tout simplement de montrer les documents qui ont été révélés par Libération, de dire ça, monsieur Bardella, c'est votre écriture dessus ? Ou est-ce que vous dites que ça, c'est des faux ? Et si c'est des faux, qui les a fait ? Franchement, c'est deux questions ultra simples et qui auraient dû être posées depuis longtemps. Eh ben, il y en a un qui a écouté les conseils de Marine Turki. Bravo. C'est Benjamin Duhamel. C'est pas vrai. Mais si, regarde. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. C'est terrible à quel point c'est nul, ils sont nuls et on se fait niquer par eux. Il voit une écriture, hein, Libération dit que c'est la vôtre, ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Et je suis sûr qu'il a vu l'extrait avec Marine Turki parce qu'il avait été clippé, il était sur Twitter. Mais c'est possible en vrai. Et puis c'est très cool parce que finalement les journalistes ils se remettent quasiment jamais en question. Sauf Benjamin. Non, parce que c'est vrai qu'en général ils sont plutôt susceptibles. Ah oui, on s'en est rendu compte dès l'année dernière quand on critiquait leur travail. Souvent ils nous répondaient sur Twitter, voire parfois carrément dans nos mails, pour dire oui c'est pas normal, pourquoi vous dites que je fais mal mon travail, en plus vous êtes des vrais journalistes. C'est injuste, nous on travaille bien, et puis oui c'est vrai, vous vous prenez pour qui? On n'a pas fait d'école nous. Nous on n'est pas du sérail, excusez-nous. On a fait des vrais boulots. On n'a pas commencé le cul vissé sur une chaise à donner des leçons à tout le monde. On le fait maintenant, évidemment, mais on a un regard un peu décalé, on peut poser d'autres questions. Ah, j'ai hâte de pouvoir être dans leur cas. Hein. Ah là là, de pouvoir rester mon cul vissé sur une chaise à juger les autres toute la journée. Oh là là. Et être payé pour ça en plus. Oh là là, le bonheur. Si un jour ça arrive, n'hésitez pas à donner les dons sur Tipeee, sur Patreon. Abonnez-vous aux différentes chaînes, ça fait plaisir. Par exemple, pourquoi les gens détestent les journalistes? Peut-être que les gens, ils ont l'impression que les journalistes, ils se ressemblent un peu tous, ils sortent tous du même moule, des mêmes écoles, où on leur apprend bien davantage à poser leur voix qu'à poser des bonnes questions. Et puis en plus, il y a aussi le truc de journaliste, c'est très parisien centré, vision très bobo, bourgeoisie parisienne, de droite ou de gauche, hein, on s'en fout, hein, mais genre c'est vraiment fait à Paris, pour Paris, dans Paris, quoi. Et la province, on s'en branle la moitié. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça non plus. Ça, en plus de la connivence journalistique, qu'on voit bien qu'on s'en fout des vraies questions, etc. Et qu'il y en a plein qui font mal leur travail, soit parce qu'ils peuvent pas bien le faire, ou soit
parce qu'ils veulent pas bien le faire. Et c'est l'occasion de leur dire, c'est pas parce qu'on attaque des journalistes qu'on défend pas le journalisme. C'est même tout le contraire. Et les écoles de journalisme feraient bien d'en faire autant. Mais oui, c'est justement parce que on tient à ce que le journalisme soit quelque chose d'intègre, quelque chose qui aille vraiment au fond des choses, d'investigation et tout, parce que le journalisme, le vrai, c'est important, qu'on critique les journalismes qui ne font pas du vrai bon journalisme. Mais elles en prennent pas le chemin, c'est tout le problème. On se retrouve dimanche dans 2 semaines. Bah écoutez, c'était vraiment très cool, assez classique encore une fois j'ai l'impression, mais pas dérangeant. C'était pas leur sujet le moins classique, on va dire, voilà, on va plus dire ça comme ça. C'était pas leur sujet le moins classique, mais très intéressant, très sympa. Et bah en espérant que ça aille mieux au niveau journalisme en règle générale, parce que là c'est chaud en ce moment quand même, on va pas se mentir. Bah déjà que le journalisme ça a toujours été un milieu de la bourgeoisie minimum intellectuel, mais pas que. Et que là ça empire de plus en plus, et si tu rajoutes l'extrême droite et les milliardaires qui foutent encore plus la pression dans le milieu, ça n'augure pas que du bon, mais en espérant que les différents coups de pression, que les différents appels, les différentes alertes et le côté indépendance des réseaux sociaux, YouTube, Twitch, etc. aident à faire en sorte que soit les journalistes se remettent en question, soit peut-être qu'il y ait des meilleures lois pour réguler les trucs, genre interdit de racheter des médias, pas plus que 3 médias par exemple pour un milliardaire, ou pas le droit de racheter des écoles directement et tout, ou peut-être que les gens ils iront tout simplement sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, etc. pour se renseigner. Et qu'ils se renseignent bien, on espère. Tout va bien.